بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا السيد الأستاذ سعد بوه رئيس وحدة البحث الاقتصاد الكلي النمو والتنمية على الدعوة الكريمة وعلى استضافتي وقبولي في هذا الفضاء المحترم الموقر اللي يهتم بنقاش العلوم ويهتم كذلك بكل مجالات المعرفة بشتى المجالات اللي ترتبط بمجال تخصص الوحدة. شكرا جزيلا دكتور على الدعوة. وقبل البداية وقبل أن أدخل في المحاضرة أود أن أشارككم فقط بعض الرموز التي ربما تشاهدونها وبعض الصور التي تشاهدونها على الصفحة الأولى من العرض. التشغيل، الدخل، الحيوانات، وهذه كلها أعتقد على أنها أمور تصب في مجال النمو والتنمية. كذلك في الصورة ممكن فيه ليس فقط التشغيل والدخل، وإنما هناك تكامل بين قطاع الإنتاج الحيواني والزراعة، ولما له ربما أهمية كبيرة في مجال البيئة وكذلك المميزات الزراعية من أجل تخصيب التربة، وكذلك وهذا ربما في الدول المتقدمة موجود بشكل يسمى كونترا دي فيمير. أنت على أن صاحب الحيوان يدفع له من أجل أن يستغل تربة المزارع، لأنه يترك عدة مخلفات وفضلات ربما عندها إسهام كبير في تخصيب التربة، ويعتبر أكياس من الفيرتيليزان الشيميك. وبالتالي هذا مهم، تكامل بين القطاعين، القطاع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي. والموضوع من اسمه شعبة الألبان، معناتها فيه نوع من تشعب المواضيع وتشعب ربما لزاسبي، تشعب عدة المواضيع التي يجب أن يتناول منها، وربما الحديث عن الثروة الحيوانية في موريتانيا لا يعتبر حديثا ذا شجون، لأن كلنا منمين وكلنا نعرف الحيوان، معناتها على ذا الإله قال كامل، تقريبا ما في شيء جديد علينا ونعرفه كاملين. إلا أنه أنا ارتأيت كما ارتأت الوحدة على أنه موضوع غني جدا من ناحية البحث، يمكن أن يثار لأهمية البحث فيه، وأهمية أيضا من الناحية الاقتصادية الاستثمار في الموضوع. ولذلك من أجل أن أحصر الموضوع قليلا ارتأيت نقسم الموضوع إلى 4 أقسام. منها أساسا الموضوع الأول حول المؤشرات العامة حول الثروة الحيوانية، وكذلك في الموضوع الثاني مميزات هذه الشعبة اللي هي شعبة الألبان، وكذلك الانشغالات والتحديات الاستراتيجية المرتبطة بالشعبة. وفي الأخير سأحاول أن أختم
مجالات وأسئلة متعلقة ربما بالبحث في هذا الموضوع، ومهمة جدا أعتقد على أنها الباحثين المهتمين بالبحث في هذا الموضوع. أعتذر عن ربما أود أن أقدم باللغة العربية، لكن pour des raisons techniques, des termes techniques, donc je vais continuer en français. Wallah, je peux. Donc البداية ستكون مع les indices sur l'élevage, c'est-à-dire ce sont des données, des informations générales sur l'élevage en Mauritanie d'une manière générale. Donc ici, il est très important de signaler que notre pays est un pays très vaste et malheureusement, les trois quarts de ce pays, ils sont désertiques. Sur le plan écologique, le pays est divisé en 4 zones écologiques. Donc il y a la zone sahélienne, côtière et la zone de vallée du fleuve Sénégal. Donc le secteur de l'élevage dans ce pays, elle est caractérisée, c'est un secteur très important dans l'économie nationale et représente 70% de la valeur ajoutée du secteur rural dans sa globalité. Et aussi, ce secteur de l'élevage ou sous-secteur, elle occupe à peu près 60% de la population rurale. Sa contribution dans les produits intérieurs bruts est estimée à 21%, avec une contribution aux revenus des ménages de 35%. C'est-à-dire que le 35% des revenus des ménages est issu de l'élevage. Donc ici aussi, c'est l'évolution d'une manière générale de la population humaine du pays, pour juste avoir une idée par la suite sur les besoins de consommation en lait, et aussi pour avoir une idée sur la démographie et l'urbanisation, parce que ce sont des facteurs qui déterminent en quelque sorte la consommation du lait. Donc les pays disposent un réservoir de ressources animales très importantes. Donc ces ressources essentiellement produisent des produits sont très intéressants pour la sécurité alimentaire et aussi pour le développement des pays. Donc ces productions, ils sont essentiellement les viandes rouges, et les pays les autosuffisantes en viande rouge, avec même un excès de 40% qui est exporté aux pays voisins, mais malheureusement sans aucune valeur ajoutée, plutôt sur des animaux sur pied. Deuxième production, c'est le lait, et avec seulement 30% de besoins qui sont couverts par cette production laitière nationale. Donc, veut dire qu'il y a un déficit de 70% de nos besoins qui sont importés de l'étranger. Et troisième produit ou sous-produit sont les peaux et les cuirs, qui aussi sont jusqu'à présent mal valorisés ou peu valorisés, à raison de 6% qui sont collectés de ce potentiel ou de cette production. Donc en termes numériques, en termes des effectifs, évolution sur les 50 dernières années, donc on remarque clairement qu'il y a toujours une augmentation, une évolution des effectifs, avec des taux de croissement positifs. Et aussi, je reviens à votre remarque tout de suite, ce sont des estimations.
les statistiques font défaut pour le secteur et pour les autres secteurs. Donc il y a toujours des valeurs qui sont avancées, mais ce sont des estimations qui peut-être ne reflètent pas la réalité des choses, mais quand même ils donnent une idée et sur lesquelles on peut se baser pour faire des études ou ces travaux. Donc, les éleveurs ou la réalité des choses, elle montre que les effectifs ils sont plus loin des effectifs qui sont toujours déclarés ou estimés dans les soit documents officiels ou par des organismes internationaux comme la FAO ou la Banque mondiale. Mais en espérant, avec l'actuelle statistique de bétail, on aura des effectifs ou des statistiques qui reflètent la réalité de ces potentiels énormes, j'ai dit, de ressources animales. Donc, le secteur il se base sur quelques documents politiques et officiels pour sa gestion et sa valorisation. Donc, dans ces cas, le pays s'est doté d'une stratégie de développement du secteur rural dans sa globalité et aussi d'une loi d'orientation agro-pastorale qui accorde, ces deux documents accordent une importance considérée au secteur de l'élevage. Et effectivement, ces documents ils montrent clairement la volonté politique et la dynamique nationale d'une manière générale pour la valorisation de ces productions animales dans les pays. Aussi, dans toujours le cadre de cette priorité ou volonté politique, l'État a aussi créé un département spécial dédié au secteur en 2014. Et aussi, il y a une création de toute une direction de filières qui s'occupe de la valorisation et effectivement pousser pour avoir un impact socio-économique du secteur durable. Bien sûr, c'est avec l'implication affichée de toutes les parties prenantes du secteur. Aussi, effectivement, pour l'opérationnalisation de la stratégie de développement du secteur rural, donc en 2017, il y a la mise en œuvre d'un plan national de développement de l'élevage qui couvre un peu la période 2018 et 2025. Effectivement, ces plans, il veut la mise en œuvre, en exergue de toute la volonté politique du secteur qui est exprimée effectivement dans les stratégies de développement du secteur rural. Donc, effectivement, ces plans cherchent à augmenter d'une manière durable les productions animales qui effectivement s'insèrent dans la stratégie de la croissance accélérée et la prospérité partagée pour effectivement la réduction de l'insécurité alimentaire. Donc, cette stratégie, vous savez bien qu'elle couvre la période 16-30. Aussi, lorsqu'on regarde sur le plan monétaire, les coûts de ces plans nationaux de développement de l'élevage, ils coûtent à l'État 112 millions d'ouguiyas, ancienne monnaie bien sûr. 12 milliards. 12 milliards,
112 milliards. 112 milliards. Ok, je ne suis pas habitué à lire les gros chiffres. Ça me perturbe un peu. Donc, mais quand même, vous êtes bien placé pour juger un peu les coûts de ces plans. Moi, je trouve que c'est un chiffre énorme pour effectivement la réalisation de ce plan qui envisage le développement de l'élevage. Aussi, il faut signaler que ce plan a été soumis à une validation par tous les acteurs concernés du secteur et pour finalement son adoption par les gouvernements mauritaniens. Donc ça, c'était un peu quelques indicateurs ou quelques indices sur l'élevage d'une manière générale comme secteur ou sous-secteur. Maintenant, on va se focaliser un peu sur la filière lait. Comme filière principale ou promoteuse du secteur. Donc, tout le monde est d'accord sur le rôle qu'il peut jouer le lait, effectivement, dans la sécurité alimentaire. Donc, tout aliment comme le lait, il est soumis à les différentes dimensions de la sécurité alimentaire, la disponibilité de l'aliment, l'accessibilité ou l'accès à l'aliment, les capacités à l'utilisation et la stabilité de l'aliment. Donc aussi cet aliment, le lait, il constitue un revenu pour les producteurs et aussi c'est une source importante de protéines d'origine animale qui rentre dans bien sûr qui est une source besoin biologique de notre alimentation. Donc aussi cette demande en termes de protéines d'origine animale a été accentuée ou accélérée par les taux d'urbanisation et les démographiques de notre société, donc qui a connu une forte démographique et une urbanisation durant ces dernières années. Donc ce qui donne la chance d'augmenter les besoins, ce qui donne aussi les opportunités de marché pour valoriser mieux ces produits, quel que soit à l'échelle nationale ou pourquoi pas chercher un marché étranger, comme effectivement la viande. Donc le lait, c'est un aliment ou c'est un bien ou c'est un produit qui joue plusieurs fonctions. La première fonction essentielle jouée par le lait, c'est la fonction alimentaire. Vous savez très bien que le lait, c'est un aliment ou c'est un bien très riche en substances nutritives. C'est un aliment complet qui contient toutes les substances nutritives demandées biologiquement par nos organismes. Et donc c'est un aliment complet. Et donc pas mal de producteurs, de ménages, ils se basent dans leur nutrition ou alimentation quotidienne sur le lait. Donc aussi la fonction importante jouée aussi par le lait, c'est la fonction économique. Le lait, c'est un bien comme tous les biens qui est soumis à la loi de l'offre et de la demande. Aussi, il joue une fonction industrielle importante, comme vient de signaler effectivement le professeur Saadou. L'élevage, c'est une profession, donc il y a pas mal de gens qui travaillent comme leur profession, c'est éleveur, partout dans le monde. C'est une industrie, parce qu'il y a pas mal d'industries agroalimentaires qui se basent effectivement sur le lait pour produire plusieurs sous-produits qui alimentent les marchés.
Et aussi, c'est une science. Donc il y a des écoles spécialisées dans l'élevage, il y a des recherches, donc c'est une science avec tous les sens des termes. Et aussi, fonction aussi très importante et souvent oubliée, c'est la fonction socio-culturelle. Le lait, dans notre société au moins, c'est un moyen de solidarité, c'est un moyen de hospitalité, c'est un moyen, parfois, médicament, on utilise pour traiter certaines maladies. Donc, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre héritage socio-culturel et quelque chose, je pense, que ce sont des valeurs qu'il faut valoriser, pas seulement sur le plan social ou économique, mais plutôt sur le plan scientifique. C'est des choses qu'il faut étudier scientifiquement comme patrimoine et des savoirs autochtones particuliers ou spécifiques à notre société. Donc pour la consommation, je pense que notre pays, on peut le qualifier pays consommateur, un grand consommateur de lait. Donc la consommation individuelle est estimée par, c'est toujours, j'ai dit, les statistiques ou la crédibilité des statistiques qui posent problème, mais quand même ce sont des chiffres qui existent. Donc, individuellement, chaque citoyen il consomme à peu près un demi-litre par jour, ce qui nous place ou nous positionne dans une position très élevée en termes de consommation. C'est 4 fois pratiquement la consommation des autres pays dans la sous-région, surtout l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique subsaharienne. Donc je pense aussi que c'est une question, la fonction de consommation, c'est une fonction qui mérite d'être creusée et d'être élucidée pour avoir plus de... Donc la production nationale, elle est généralement autoconsommée. Donc elle n'est pas malheureusement commercialisée, qu'on ne trouve pas dans les marchés. À 72%. Donc seulement ce qui est commercialisé, c'est 7%. Donc je trouve que c'est un pourcentage très faible, très mérite d'être mieux augmenté. Et donc ce qui fait qu'une consommation annuelle revient à 151,4 kg par habitant par an. Donc, alors que la consommation recommandée par l'OMS, je pense, est à l'ordre de 90 kg par habitant par an. Donc, on dépasse la moyenne. Voilà un peu l'évolution de cette production nationale. Qui est en augmentation toujours, mais le problème c'est toujours qu'il y a une faible valorisation de cette production et les taux commercialisés de cette grande, importante production, elle est commercialisée avec un pourcentage très faible. Donc il faut qu'il y ait des efforts pour vraiment mieux valoriser par la commercialisation de cette production-là nationale. Donc cette faible commercialisation, elle est due essentiellement à l'inadéquation des circuits de collecte et à cause effectivement de l'enclavement des zones de production, la densité animale qui se trouve dans des zones où il n'y a pas de réseau routier, il n'y a pas de chaîne de froid pour permettre une
bonne collecte de cette production. Donc l'État est obligé de faire des importations pour subvenir aux besoins des populations. Cette importation essentiellement soit sous forme de lait liquide ou sous forme de poudre. L'essentiel qu'il y a une évolution aussi croissante de cette importation de lait, quel que soit lait ou poudre, de 42 000 à 67 000 tonnes de 2000 à 2004. Donc il y a une nette évolution d'importation. Donc cette importation représente à peu près 18% de la valeur totale des importations alimentaires. Donc je trouve que, bon, vous êtes mieux placé que moi, mais je trouve que c'est un pourcentage très important, ce qui conduit effectivement à une érosion, j'appelle ça une érosion de devises, qui est estimée à combien, c'est 60 millions de dollars par an, ce qui est à peu près aux alentours de 25 milliards d'ouguiya anciens monnaie. Ce sont des chiffres très élevés, surtout avec les potentiels qu'on a. Donc on peut facilement, avec un peu de gestion, un peu de la bonne gestion, de diminuer ces chiffres nettement et significativement. Donc effectivement, pour diminuer ces importations, l'État aussi a encouragé l'investissement dans les industries ou les industries laitières pour effectivement augmenter le taux de commercialisation de lait. Donc dans ce cadre, il y avait plusieurs initiatives privées pour créer des laiteries industrielles. Je pense actuellement ils sont à l'ordre de 7. Il y a 7 laiteries industrielles et plusieurs mini-laiteries dans les différentes régions. Mais ces laiteries industrielles se trouvent essentiellement à Nouakchott, la capitale, et la dernière laiterie pour l'État national, pour l'État au niveau de la région de Haut Sharqi Naam. Donc ces laiteries, ils alimentent les marchés par plusieurs produits laitiers, donc les pasteurisés, les IHT, les yaourts, les beurres, les fromages, ainsi de suite. Mais les besoins, il y en a toujours, hein, parce que le déficit il est grand. Le déficit il est 70% de nos besoins qui sont importés, donc il faut encore travailler encore pour... donc effectivement, cette filière-là, elle fonctionne dans certains systèmes qu'on appelle système de production ou système d'élevage, donc qui en fait gouverne en quelque sorte la filière d'une manière générale. Donc il y a les systèmes extensifs, c'est les systèmes traditionnels dans lesquels fonctionnent ces laitières, et c'est les systèmes dominants qui se basent essentiellement sur la mobilité des troupeaux. Donc généralement ces troupeaux ils sont dans des zones enclavées qui sont loin des centres urbains, et le lait produit, je ne peux pas dire perdu, mais quand même il n'est pas dans les circuits commerciaux. Donc on ne peut pas les comptabiliser comme produits du marché. Donc aussi, les mobilités de ces troupeaux parfois dépassent les frontières nationales, donc à travers des conventions entre notre pays et les pays voisins, surtout le Mali et le Sénégal. Donc ça diminue aussi l'efficacité de cette production. Donc dans ce système-là, la production elle est un peu autoconsommée et peu valorisée dans un schéma de collecte sécurisé.
les systèmes sédentaires ou semi-intensifs, c'est effectivement le système qui est installé dans les zones du fleuve, qui intègre un peu l'élevage et l'agriculture. C'est un système où tous les éleveurs pratiquement ils pratiquent la vente du lait, parce qu'il y a dans ces régions, il y a des centres de collecte et aussi les réseaux laitiers. Les éleveurs ils sont liés par ces réseaux routiers et ça permet une valorisation de ces laits dans ces régions. C'est essentiellement la région de Rosso et les Boguets au niveau de Brakna, qui sont vraiment les grands bassins, on dit les grands bassins laitiers, sur lesquels il se basent les industries ou les usines ici à Nouakchott. Le système que vous connaissez tous, c'est le système urbain ou périurbain. Ce sont les unités de production qui se sont développées depuis les années 90 autour des zones urbaines ou les grands centres urbaines comme le Nouakchott, le Nouadhibou, les grandes villes, les grandes zones ou les périphériques des grandes villes, qui constitue actuellement la vraie valorisation des laits dans un circuit moderne commercialisé. Et dans ce système, donc la vente de lait, c'est l'activité principale. Donc il y a aussi une certaine maîtrise de ce phénomène de saisonnalité de la production. Donc c'est un système qui est en train de prendre l'ampleur. Donc, qui peut-être vraiment, c'est peut-être l'avenir de la filière pour un bon développement. Donc, mais il y a certains problèmes qui se posent aussi à ce niveau-là. Donc, dans ce système, il y a des producteurs. Il y a des producteurs, lorsqu'on dit des producteurs, peut-être des commerçants, hein, et aussi des éleveurs. Les deux. Donc les éleveurs, il va prendre de chez lui ses animaux dans les zones pastorales, il l'amène ici, il l'exploite pendant la période de production, puis il les fait retourner à son troupeau d'origine. Alors que les commerçants, ils partent aux zones pastorales, ils choisissent les meilleures productrices, ils l'exploitent ici pendant la durée de la période de lactation, 3-4 mois, puis vers la fin, donc ces meilleures femelles qui ont été sélectionnées, il les prend directement, maintenant elles sont acheminées vers l'abattoir. Alors qu'elles doivent être gardées parce que ce sont des meilleures. Donc il faut, je pense que le ministère en charge doit faire, j'ai dit ça plusieurs fois, donc il faut faire attention, il faut réglementer ça, il faut peut-être interdire l'abattage des femelles, ainsi de suite. Il faut faire une mesure pour éviter ces phénomènes. Donc nous, on cherche à sélectionner. Maintenant, on est en train de faire une sélection négative. Donc les meilleurs qui sont à l'abattoir, c'est vraiment un phénomène à interdire, à réglementer. Donc pour arriver à ce stade-là, pour les schémas ou la carte de différents acteurs de cette filière, qui commence par les prestataires de services. C'est eux qui sont généralement des prestataires ou des fournisseurs qui interviennent pour importer ou disponibiliser les aliments, des médicaments. Aussi, il y a les producteurs proprement dits, c'est les maillons. Ils sont tous importants, mais les producteurs, pour nous, actuellement, toute la filière tourne autour des producteurs. Et ce qui peut-être rend encore la filière un peu faible, n'est pas bien différenciée, n'est pas bien structurée. Donc, dans ces producteurs, il y a les sédentaires. Donc, c'est essentiellement, j'ai dit, au niveau
des systèmes agro-pastoraux au niveau des régions du fleuve et les éleveurs des systèmes périurbains et aussi les mobiles qui sont dans les systèmes les dominants, qui sont généralement dans les zones enclavées et qui constituent la masse vraiment de producteurs dans ces zones-là. Et donc je pense ici il faut pour au moins valoriser la production dans cette catégorie, il faut innover, il faut creuser encore davantage des méthodes ou des astuces pour mieux valoriser le lait à ce niveau. Donc il y a les transporteurs, donc pour le transport de tout ce qui est lait. Donc il y a des transporteurs qui utilisent des véhicules, d'autres qui utilisent des moyens traditionnels, comme des charrettes ou comme carrément des chevaux ou des ânes, pour transporter le lait. Et donc aussi, ce sont des techniques qu'il faut, plutôt des moyens qu'il faut contrôler et suivre pour garder ou assurer au moins la qualité de ces produits. L'autre maillon ou acteur important, c'est les collecteurs. Donc les collecteurs qui collectent le lait, soit sous forme de coopératives, des éleveurs ou des producteurs qui créent une coopérative pour collecter leur lait et les transporter vers l'usine, ou soit sous forme de privés. Donc c'est le cas le plus dominant. Donc généralement les centres de collecte au niveau des régions des bassins laitiers, donc ce sont des privés. Chaque société ou une usine a son centre de collecte au niveau des régions pour effectivement recevoir le lait pour l'acheminer par la suite au niveau des industriels qui se trouvent essentiellement au niveau de Nouakchott. Il y a les distributeurs aussi qui sont des commerçants ou des distributeurs qui distribuent ces produits laitiers, qui peuvent être soit des grossistes ou des détaillants. Et bien sûr, en amont, on trouve bien sûr les consommateurs. Et ici, il faut signaler que ça, c'est la segmentation ou les maillages théoriques. Mais chez nous, on peut trouver plusieurs maillons, plusieurs acteurs qui appartiennent à plusieurs maillons différents. Ici, par exemple, les collecteurs, au niveau du centre de collecte, ils sont exactement les industriels. Et aussi les collecteurs, ici les industriels, eux aussi des producteurs. Donc ce qui rend un peu la question un peu sensible et même au niveau de la structuration ou l'organisation, c'est un peu... Dans le monde, chaque maillon est bien segmenté, il est bien structuré à part. Donc chaque maillon a ses fonctions, a ses rôles. Donc ici, il y a un peu de... Donc je pense aussi qu'il faut faire des efforts pour cette différenciation-là des acteurs. Aussi, je dis, c'est implicitement les consommateurs. Donc les consommateurs aussi, chez nous ici, ils consomment tout parce qu'il n'y a pas de préférence, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de, donc il n'est pas encore vraiment un maillon décideur ou déterminant dans la filière. Donc le circuit de collecte, j'ai dit, s'organise par les producteurs, soit sous forme de coopératives ou privées. Donc pour collecter les laits, généralement ils font des collectes par jour, matin et soir. Les transports, elle est pris en charge, même le lieu de la production jusqu'à l'usine par les producteurs, et puis de l'usine à l'industrie ici, à l'usine ici
à Nouakchott, centre de collecte par exemple à Rosso ou à Bogué. Donc c'est l'usine qui prend ça en charge jusqu'à ici à Nouakchott. Donc les prix, les variables, c'est une fonction aussi variable. Il n'y a pas de règles pour fixer les prix. Généralement, les petits producteurs, ils préfèrent, pour des raisons purement économiques, vendre directement aux consommateurs, sans passer par l'usine, parce que tout simplement, les prix elle est plus motivant. Et donc, ces prix aussi, il est en fonction de la période. Et ici, économiquement, c'est plus rentable pour les producteurs, mais aussi il y a d'autres contraintes, il y a d'autres risques qui se posent. Donc, rien que les risques sanitaires, qualité, donc il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas. Donc, ça aussi, c'est à tenir en compte. Alors que pour les prix, au niveau de l'entreprise, généralement, ce sont les gros producteurs qui vont directement à l'usine. Et aussi, le risque ici, c'est les prix. Le prix n'est pas motivant. Donc, c'est vraiment, il y a des compromis, il y a des choses à régler, des choses à fixer pour chacun, il trouve son intérêt, chacun il peut évoluer, il ne se sent pas vraiment les maillons faibles dans la filière, comme on dit. Donc, ça, c'est un peu certaines caractéristiques. J'ai dit que le sujet il est vraiment large. J'ai essayé de limiter un peu quelques caractéristiques. Maintenant, il y a certains défis, certaines problématiques stratégiques aussi pour cette filière. Donc, je vais essayer un peu de les limiter un peu. Je commence par les contraintes de cette filière. La première contrainte qui se pose, c'est le système d'élevage lui-même, qui est généralement un système traditionnel et généralement décrié, qui n'est pas performant parce que tout simplement, le niveau d'investissement à ce niveau-là, il est faible. Donc lorsqu'on dit un système d'élevage, c'est l'interaction entre plusieurs éléments. C'est le producteur lui-même, l'animal et les ressources ou les moyens qui sont disponibles pour l'éleveur. Donc au niveau des ressources, même au niveau de l'animal, même au niveau de l'éleveur, donc le niveau d'investissement est faible. Donc le niveau d'utilisation des intrants, des moyens, il est très faible. Donc on ne peut pas vraiment, dans les conditions actuelles, faire évoluer cette filière dans ces conditions. Je pense qu'il faut, à ce niveau-là, faire quelque chose en termes pour rehausser un peu le niveau d'investissement et d'utilisation des intrants à ce niveau pour le développement de la filière. D'une manière bien sûr durable. Aussi la contrainte qui se pose au moins pour les industriels, c'est la saisonnalité de la production. Donc il y a certaines saisons où la production n'est pas disponible. Donc parce que le système est extensif. Donc tout se base sur les ressources naturelles. S'il y a la pluie, il y a les pâturages, l'élevage est bon. S'il n'y a pas de pluie, donc les gens ils cherchent à sauvegarder seulement leurs animaux producteurs. Aussi, pendant aussi la période de l'hivernage, où il y a la production est très élevée, il y a aussi une autre contrainte qui est les limites ou la capacité des industriels. Donc les industriels, leur capacité est très limitée. Parfois, ils refusent de recevoir le lait parce qu'ils n'ont pas les moyens pour le transformer.
Donc ça, c'est aussi une question très importante. Aussi, il y a une contrainte qui se pose au niveau de l'animal lui-même. Nos races locales, on a des effectifs énormes, mais en termes de productivité de ces races, donc elle est faible. Donc je pense aussi qu'il y a un travail énorme à faire à ces niveaux. Donc il faut faire des actions d'amélioration génétique pour sélectionner les races laitières des hauts niveaux de production. Ça, c'est important. Aussi, il y a une contrainte aussi, je pense, stratégique et un créneau vraiment qui pèse dans cette vision-là d'amélioration de la filière, c'est les ressources alimentaires d'une manière générale. Donc, l'aliment, il constitue la charge la plus importante pour les éleveurs. Donc, nous, il n'y a pas encore dans notre culture, il n'y a pas les cultures fourragères cultivées par l'homme pour alimenter les animaux. Donc, les animaux, ils se basent dans leur alimentation essentiellement sur les ressources naturelles. Et pour cela, chaque année, vers la fin de la saison, l'État intervient pour dépenser énormément d'argent pour importer des aliments, pour les distribuer aux éleveurs, pour juste sauvegarder leurs animaux en attendant la saison prochaine. Donc aussi, il y a une contrainte essentielle aussi, c'est la santé animale. Donc la santé animale, jusqu'à présent, elle constitue un handicap ou un frein majeur pour la rentrée de nos produits dans les marchés étrangers. Et malgré ça, depuis les années de l'indépendance, les années 60, il y a toujours des campagnes de vaccination, de contrôle sanitaire, mais jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé à maîtriser la santé de notre cheptel pour effectivement la salubrité et la qualité de nos produits. Je pense qu'il y a dans ces cadres, en 1994, les Allemands, ils sont venus ici pour financer une usine seulement pour la fabrication de fromage à partir de lait de chamel. Mais une simple prospection sanitaire, ils ont trouvé que notre cheptel camelin, il n'est pas indemne d'une maladie qui s'appelle la fièvre aphthèse, une maladie qui est déjà combattue et éradiquée chez eux. Donc, ils ont arrêté ces financements à cause effectivement de cette maladie. Maintenant, vraiment, il pose un problème stratégique pour la qualité, pour l'économie de nos produits d'origine animale, au moins pour les marchés étrangers. Parce qu'il y a des normes, il y a des règlements à respecter, sinon les produits restent toujours hors ces marchés. Donc il y a aussi un problème d'encadrement et de formation, soit même au niveau des départements. Donc il y a un problème de ressources humaines et aussi pour les acteurs de la filière, surtout les maillons. Donc il y a ces problèmes aussi à avoir. Enclavement des zones zones de production, parce que il y a toujours problème surtout des réseaux routiers. Donc pour cela, la production est réservée à l'autoconsommation. Contraintes liées à les transports collecte en termes de qualité, en termes de conditionnement et tout ça, c'est des choses à vraiment revoir, à restructurer. Aussi l'organisation socio-professionnelle, parce que les socio-professionnels, c'est un acteur important pour la filière, c'est eux qui vont défendre les intérêts, chacun dans son maillon. Donc sa structuration et leur organisation, c'est quelque chose, je pense, vital à ces niveaux.
Donc aussi, ça c'est, je pense, c'est une conséquence. Tous ces problèmes-là, tous ces déficits rend nos problèmes, rend les problèmes de compétitivité de nos produits laitiers faibles vis-à-vis ou par rapport aux produits laitiers étrangers. Aussi, il y a un problème de l'accessibilité au financement, surtout pour les moyens producteurs, les petits et les moyens producteurs. Donc il y a toujours aussi l'infrastructure industrielle. On a dit qu'il y a toujours un excès de lait, mais il y a toujours le problème des capacités au niveau de ces usines laitières. Donc, et aussi, par contre, à ces contraintes, il y a d'autres points forts et des opportunités qu'on peut utiliser aussi pour le développement de cette filière. Donc on a un effectif numérique très important. On peut, à partir de cet effectif, sélectionner les meilleures productrices, quel que soit au niveau des bovins. On a une race Zébimor. C'est une vache productrice par excellence de lait si on les met dans des conditions acceptables. Zébimor, il y a le Bgar al-Bidan. Il y a aussi au niveau des chèvres, on a une race laitière qui est énormément et positivement exploitée par nos voisins maliens qui introduit cette chèvre à partir de la Mauritanie. Ils ont créé un centre spécialisé dans la production laitière de cette chèvre-là. Et il appelle ça, parce que c'est une femelle qui produit 2 à 3 litres, il appelle ça tout simplement, entre guillemets, la vache des pauvres. Et c'est une chèvre. Il y a la race que vous connaissez tous, Gouer. La Goueret, tout simplement. Mais je pense qu'il y a un peu, on n'a pas, il y a une manque de prise de conscience de l'importance de ce potentiel-là. Et donc je pense aussi au niveau de dromadaires, chamelles. Donc nous, c'est un pays de dromadaires par excellence, donc on peut exceller et faire quelque chose qui est particulier à la Mauritanie sur le dromadaire. Et donc je pense qu'on est dans cette lancée-là. Donc il y a tout récemment un centre spécialisé à l'élevage de dromadaires, mais qui doit réactiver et faire plus de travail pour donc il y a aussi la forte demande sur le lait et ses dérivés. J'ai dit la démographie, l'urbanisation et aussi rien que notre tradition qui est une tradition consommatrice de lait. Donc on est vraiment un pays consommateur de lait. Donc tous ces éléments-là, on peut l'exploiter pour les transformer en filière. Aussi, le lait constitue une filière stratégique pour l'État. Donc ça c'est important aussi. Et aussi, il y a une infrastructure laitière, comme j'ai dit, qui est en expansion. Et aussi, l'État actuellement encourage tout ce qui est partenariat public-privé à ces niveaux. Donc, actuellement, après tout cette description-là, on peut faire ressortir quelques axes stratégiques à défier, à relever. Donc, on doit aller vers une promotion de la quantité pour subvenir aux besoins quantitatifs et aussi qualitatifs de cette filière. Aussi, on doit aller vers
vers la valeur ajoutée par la transformation pour améliorer la compétitivité de nos produits, au moins à l'échelle marché national. Il faut aussi durabilité ou soutenabilité de la filière dans un contexte de changement climatique qui bouleverse actuellement tout le monde. Tout le monde en parle aussi. Renforcer, il faut, à mon avis aussi, miser sur la formation, sur la recherche et la vulgarisation en matière d'élevage et d'agriculture d'une manière générale, mais ici spécialement pour le lait. Et aussi, il faut favoriser une organisation professionnelle de tous les acteurs au niveau de tous les maillons de la filière pour qu'on puisse vraiment évoluer vers une chaîne de valeur laitière. Donc toutes ces contraintes, tous ces défis-là nous poussent à dire que la recherche peut aider à lever certaines contraintes, certains défis posés pour la filière. Et toute question d'information. Cette base de données ou information soit collectée par des enquêtes, des questionnaires d'enquête, ou soit par des expérimentations. On fait des expériences et à travers, on collecte des informations ou des données. On ne peut pas parler de recherche sans parler de ça. Donc ici, j'ai mis un peu la photo pour dire que c'est juste à titre d'exemple. Donc ce sont des informations qu'il faut collecter pour arriver à un objectif donné. Et ici, donc il y a des registres, donc tout ça c'est pour signifier l'importance des données et d'informations en matière de recherche. Donc, tous les maillons, à mon avis, ils sont des champs actuellement vierges pour faire des recherches appliquées. Mais pour ne pas être très long aussi, pour juste cerner quelques maillons qui me semblent phares ou importants dans la filière. Donc, au niveau de la transformation, on peut faire beaucoup de choses. Donc en termes de procédés, en termes de technologie, on peut faire des recherches. Aussi plus au niveau de commercialisation de ces produits, la distribution, des circuits de collecte, les circuits de commercialisation et de distribution de ces produits. Donc parce on doit innover à ces niveaux-là pour trouver les circuits appropriés ou adéquats à notre situation. Donc je pense qu'il y a des choses à faire dans ce sens, surtout à votre niveau, tout ce qui est économie. Donc aussi, il y a au niveau de la maillon de la production, donc à mon avis, il y a tellement de choses qu'on peut faire à ce niveau, que ce soit technique, la productivité, comment améliorer la productivité, la sélection, donc il y a tellement des axes de recherche qu'on peut faire et bien sûr la consommation, la fonction de consommation, comme j'ai dit, c'est une fonction qu'il faut aussi étudier pour rien que étudier les comportements ou les préférences des consommateurs à ce niveau. Donc, le champ est vierge et rien n'a été fait dans ce sens. Donc, vraiment, je pense que c'est très important et c'est ça l'essentiel pour moi de cette
de cette présentation. Ce n'est pas les informations que je vais donner ici parce que ce sont sont pas des informations nouvelles, vous les connaissez tous, mais plutôt la réflexion qu'on doit mener et qu'on doit partager ensemble pour la sensibilité et l'importance du sujet comme champ de recherche. Comme champ de recherche. Aussi, pour juste aussi soutenir l'importance de la recherche en matière de l'élevage, la stratégie nationale de la recherche scientifique et de l'innovation considère l'élevage un axe prioritaire parmi les 11 axes prioritaires à l'échelle nationale. Donc cette stratégie, donc, elle est élaborée pour la période 2023-2026 et elle a été adoptée par le Haut Conseil de la recherche scientifique et de l'innovation qui est présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc, cette stratégie, elle englobe pratiquement tous les secteurs vifs qui sont intéressés de la recherche. Donc, c'est une stratégie nationale. Donc, ici, je voulais juste signaler que l'élevage est vraiment dans le cœur de cette stratégie. Et donc, pour mobiliser ou considérer tous ces cadres-là, quels que soient les cadres de la plan national de développement de l'élevage ou la stratégie de secteur de développement ou les SCAP, ou la stratégie nationale de la recherche. Donc on doit utiliser tous ces cadres-là officiels pour effectivement aller vers une question, à mon avis, centrale, relative à cette filière-là dans notre pays. La question, c'est comment améliorer la performance et l'efficacité de la filière lait en Mauritanie pour prétendre à une autosuffisance en lait et ses dérivés. Tout le monde, dans tous les secteurs, on parle de l'autosuffisance. L'autosuffisance, elle ne vient pas toute seule. Donc il faut des actions, il faut des recherches, il faut donc pour aller avancer petit à petit vers l'autosuffisance. Avant de l'autosuffisance, au moins diminuer les déficits. Les déficits, les 70%. Donc, ces cadres-là et ces recherches vont nous permettre d'aller petit à petit, pas à pas, vers l'autosuffisance. Je pense que pour traiter cette question, il faut les décortiquer en plusieurs questions, peut-être ciblées. Donc, ce sont des questions partielles ou quelles sont les méthodes, les procédés de production, de transformation, de distribution, d'approvisionnement au niveau de la filière lait en Mauritanie? Je pense que c'est une question cible qui peut contribuer à atteindre ou répondre à la question centrale. Quels sont les liens d'ailleurs qui existent entre les différents acteurs de la filière lait? Est-ce qu'il s'agit d'une relation de confrontation, d'une relation de compétition, d'une relation de complémentarité, ainsi de suite? Donc c'est vraiment une question à traiter. Comment fonctionne la filière lait en Mauritanie? Comment gouverner et coordonner cette filière? Quels sont les maillons faibles, bien sûr implicitement les maillons forts, et l'acteur vulnérable de la filière lait en Mauritanie? Quelles sont les actions catalytiques prioritaires au niveau de chaque maillon de la filière lait en Mauritanie? Quelles sont les performances des circuits de commercialisation de la filière lait en Mauritanie? Et on peut, ça c'est pas exhaustif, on peut continuer à poser quel est ou comment, donc la liste est longue,